Le vénérable Humvee est une icône des guerres américaines modernes, une machine trapue, polyvalente et diesel, capable d'aller partout. Les troupes américaines y allaient. De la tempête du désert à Bagdad et en Afghanistan, ce véhicule était privilégié par l'infanterie, les commandants et les équipes de ravitaillement. Mais son châssis carré cachait un défaut. Il n'a jamais été conçu pour survivre aux champs de bataille dans lesquels il a été envoyé. Des planchers plats et une carrosserie fine le rendaient en sang tragiquement vulnérable aux bombes artisanales, aux embuscades et aux dures réalités de la guerre insurrectionnelle du XXIe siècle. Les premières TMO-réponses furent des kits de blindage, des variantes renforcées, puis les grands véhicules résistants aux mines et protégés contre les embuscades résistant aux explosions. Cela aurait transformé un Humvee en épave. Pourtant, les véhicules résistants aux mines et protégés contre les embuscades avançaient lourdement, sous leur propre poids, sacrifiant la mobilité pour la survivabilité. Les soldats américains avaient besoin d'un véhicule combinant la robustesse d'un véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades et l'agilité d'un Humvee. Voici le Joint Light Tactical Vehicle, véhicule tactique léger interarmé, fruit de longues batailles de conception, luttes internes et milliards investis. Il est apparu comme quelque chose qu'aucun camion léger américain n'avait jamais été auparavant. Voyons cela de plus près. Le contexte historique et le développement. La lignée du Joint Light Tactical Vehicle remonte vraiment très loin, jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Le camion de reconnaissance de commandement 4x4 d'un quart de tonne, appelé Jeep, transportait des munitions, posait des câbles, évacuait des blessés, faisait de la reconnaissance, souvent sans porte. Il offrait à peine un clin d'œil au confort, c'était un utilitaire simple et fiable qui privilégiait la mobilité et l'ubiquité plutôt que la protection. À travers la Corée et le Vietnam, la formule de base n'a pas changé, avec les variantes M38 et M151 toujours décapotables, légères et conçues pour rester près de la ligne de feu, pas pour l'affronter en duel. Les camions lourds de l'époque, tels que le General Motors Company, le CCKW et le M35, suivaient la même logique. La capacité de charge et le tout-terrain primène, le blindage n'était pas utile. Ces véhicules soutenaient les combattants sans être engagés eux-mêmes. Cependant, dans les années 1970, l'armée commençait à repenser cette logique, et ainsi, en 1985 est arrivé le véhicule à roues belay polyvalent à haute mobilité, plus connu sous le nom de Humvee. Il était plus grand, il fonctionnait au diesel et il était bien plus polyvalent. Conçu comme une plateforme rapide, capable d'aller partout et d'assurer des dizaines de rôles, que ce soit transport de troupes, transport d'armes, transport d'abris, ambulance ou poste de commandement. Sur roue, il suffisait de choisir et fixer votre module pour partir, mais ce n'était pas un char miniature. L'exigence initiale voyait le blindage comme une option limitée, selon la mission. Il avait des pneus anti-crevaison et des réservoirs renforcés, mais rien contre les grosses mines ou bombes artisanales. Et cela avait du sens dans la doctrine de la guerre froide, puisqu'on supposait encore que de tels véhicules resteraient à l'arrière pour assurer le soutien. Ils n'auraient pas dû être au centre de l'action. Puis il y a eu le 11 septembre et les guerres qui ont suivi, des affaires très différentes. Cela a rendu cette hypothèse totalement caduque. Désormais, des engins explosifs improvisés pouvaient se cacher partout et chaque ruelle devenir le lieu d'une embuscade. La sécurité n'importe où dans la zone d'opération ne pouvait plus être considérée comme acquise. Les premières tactiques à réaction ont été, sans surprise, très rapides. Des kits additionnels comme le kit de survie blindé ont rapidement été produits, et des variantes spécialement blindées comme le transporteur blindé amélioré M1151 ont rapidement suivi. Ils ont certes aidé, mais la conception du Humvee était finalement défectueuse. Son plancher plat et sa faible masse offraient toujours une voie facile aux explosions et aux pénétrateurs formés par explosion. À part les vraiment pourris, il se fichait complètement de son nouveau blindage. C'est alors que le véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades, véhicule résistant aux mines et embuscades, prend le relais. Un type de véhicule doté d'une garde au sol élevée et d'une coque en V pour détourner l'énergie des explosions loin de leurs équipages. Le Pentagone a accéléré leur développement dès 2007 et rapidement, des modèles comme le Cayman et le Max Pro sont apparus. Mais ces véhicules avaient un prix. Beaucoup d'entre eux pesant entre 15 et 20 tonnes, voire parfois plus. On ne pouvait pas vraiment les qualifier de maniables. Parfaits pour la sécurité et les convois, mais moins adaptés lorsque les sentiers se rétrécissaient, les routes se dégradaient et les ponts devenaient instables. Eh bien, ils allaient avoir du mal. Ils pèsent entre 15 et 20 tonnes. La solution a été un véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades plus légers, l'Oshkosh véhicule tout-terrain résistant aux mines et protégé contre les embuscades arrivé vers 2009 avec une suspension indépendante et de meilleure capacité tout-terrain. Même équipé de cette bête de 12,5 à 15 tonnes, grimpait là où les gros camions s'enlisaient, mais restait bien moins agile que la Jeep. Ainsi, la lignée des camions légers américains s'est retrouvée dans une impasse. D'un côté, le Humvee,
agile et modulable, mais peu protégé contre les explosions. De l'autre, le véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades résistant, lourd et imposant. Un véhicule spécialisé qui sauvait des vies, mais qui rendait fous les logisticiens. Et c'est là que le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, le Joint Light Tactical Vehicle, entre en scène comme successeur de cette première branche de l'arbre. Le programme Joint Light Tactical Vehicle, l'histoire proprement dite du Joint Light Tactical Vehicle, commence en novembre 2006 lorsque le Conseil de supervision des exigences conjointes. C'est un groupe de hauts dirigeants, militaires américains, qui décident bon concernant des armes, véhicules et systèmes dont les forces armées ont réellement besoin, et qui a donné son feu vert officiel pour lancer le développement. À ce stade précoce, le terme développement reste assez abstrait et correspond surtout à une liste de souhaits. Plus léger qu'un MEMRAP, plus robuste qu'un Humvee, assez rapide pour suivre les unités mécanisées, fiable et surtout doté d'une qualité rare dans le matériel militaire, à un coût raisonnable. La liste des spécifications était en réalité bien plus longue et n'a été finalisée qu'en décembre 2007. À ce moment-là, le sous-secrétaire à la Défense pour l'acquisition, la technologie et la logistique, John Young Jr., l'a donné. Après examen, il a jugé cela acceptable et a lancé le projet en développement technologique en février 2008. Le Pentagone paie l'industrie pour expérimenter, créer des prototypes et prouver des idées avant toute production en masse. Les premières offres sont arrivées de partout, mais en octobre 2008 seuls 3 ont été retenus. Lockheed Martin, General Tactical Vehicles et le partenariat BAE System Navistar. Fait intéressant, cela a suscité de vives réactions dans le complexe militaro-industriel, car Boeing, Textron et Northrop ont été écartés. Grumman et Oshkosh ont déposé des recours auprès du Government Accountability Office, affirmant que l'armée avait bâclé le processus d'évaluation. Cependant, ces crises de colère ont été étouffées légalement en février suivant. Dès lors, les prototypes sont arrivés. Lockheed Martin a présenté celui-ci, General Tactical Vehicle un autre, et BAE Systems Navistar aussi. Mais les problèmes sont vite apparus. Ces premiers modèles répondaient facilement à la partie légère du cahier des charges, mais beaucoup moins à la partie résistance aux explosions. Les leçons d'Irak et d'Afghanistan restaient inchangées. Si vous voulez que les équipages puissent s'en sortir après une bombe en bord de route, il vous faut une protection sous le véhicule. Dans la catégorie des véhicules résistants aux mines et protégés contre les embuscades, pas de si, pas de mais, une attitude qui a renforcé l'exigence au début de 2011, ce n'était plus seulement du type MRAB, mais bien véhicules résistants aux mines et protégés contre les embuscades, point final. Le changement était si radical qu'un nouveau processus d'appel d'offres a été lancé en janvier 2012. Durant les 2 années suivantes, des dizaines de prototypes de nombreux fabricants, surtout ceux mentionnés plus tôt, furent testés sur les champs de tir et soumis à de multiples explosions. En août 2015, au moment de la décision finale, qui a gagné ? Lockheed Martin a fait une petite crise. Elle a porté plainte auprès du Government Accountability Office et poursuivi l'armée devant la Cour fédérale des réclamations, forçant l'armée à suspendre tout le projet durant la défense. Cela a pris jusqu'en février 2016 pour être résolu, lorsque le tribunal a refusé de voir les choses du point de vue de Lockheed Martin, et ils se sont officiellement retirés du développement en signe de protestation. De toute façon, cela n'avait plus vraiment de sens. L'armée savait déjà avec qui elle voulait travailler et ne gardait ses options ouvertes qu'au cas où. Dès lors, la production a débuté avec des premières sans commande à faible cadence au printemps, livrées à l'automne. La mise en service était encore lointaine, de nombreux tests restant à faire. Et c'est un bon point, et c'est un bon moment pour nous de freiner un peu sur le côté narratif de l'histoire d'aujourd'hui. Parce que avant d'aller plus loin, nous devrions vraiment nous familiariser avec ce qu'est réellement le design gagnant du Joint Light Tactical Vehicle d'Oshkosh, appelé en interne le véhicule tactique léger compact tout-terrain ou véhicule tactique léger compact tout-terrain, aperçu technique et spécification du véhicule. Vu pour la première fois, un Joint Light Tactical Vehicle ne paraît pas très différent du Humvee qu'il doit remplacer. Il est un peu plus haut, plus anguleux et paraît globalement plus robuste. Mais si vous deviez les décrire au téléphone, vous utiliseriez les mêmes mots, non ? Mais en creusant un peu, on réalise vite que le Joint Light Tactical Vehicle n'est pas juste une évolution de la vieille formule de la Seconde Guerre mondiale. C'est une réinvention totale, conçue de A à Z pour accomplir ce qu'aucun autre véhicule léger d'infanterie américain ne pouvait faire. Pour encaisser une explosion sous son ventre et continuer à suivre un Bradley. C'est toute une série de véhicules basés sur une plateforme commune, un peu trop similaire au Stryker dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. 4 variantes différentes reçoivent ensuite des équipements spécifiques appelés configuration de modules de mission.
Les variantes sont le Joint Light Tactical Vehicle utilitaire, le Joint Light Tactical Vehicle centre d'armes de combat rapproché, et le Joint Light Tactical Vehicle usage général. Quant aux configurations, il y en a 4 que vous devez connaître. Le M1278 transporteur d'armes lourdes transporte 5 personnes avec une tourelle ouverte ou 4 avec un système d'armes télécommandé ou manuel. Cependant, les armes restent les mêmes, généralement une mitrailleuse M250 ou un lance-grenade MK-19. Le M1279, utilitaire limité à 2 membres d'équipage, consacre l'espace restant au transport de charge jusqu'à 5100 livres, en le M1280. Polyvalent modèle de base pour 4 personnes, transporte jusqu'à 3500 livres de charge utile. Le M-281, transporteur d'armes de combat, rapproché. Il a un équipage de 5 personnes et, contrairement à son nom, il transporte les gros équipements de tir pour viser des cibles éloignées, comme les missiles Two-Blanched, Optically Tracked, Wire-Guided ou Saber, pour soutenir la survie de celui qui contrôle les gâchettes évoquées. Il est également équipé du kit de protection du tireur théâtre des opérations extérieures objectives qui comprend une épaisse protection blindée et quelques gadgets pour améliorer la conscience de la situation sans trop solliciter la suspension. Ensemble, ils assurent tout, du transport de sections à la plateforme mobile anti-blindée, en partageant la plupart de leurs bases. Le même châssis, la même transmission, exactement la même suspension. Et cela a également été une décision très délibérée. Trouvez l'un des 5 vétérans de la Wehrmacht encore en vie dans les maisons de retraite. Demandez-leur la joie qu'ils ont eue à fournir des pièces pour les innombrables types de véhicules qu'ils utilisaient. Et vous comprendrez vite pourquoi. Mais au lieu de penser seulement aux variantes, penchons-nous maintenant sur les détails de conception. Nous savons bien sûr que le Joint Light Tactical Vehicle était entièrement axé sur la mobilité, spécifiquement la mobilité. Tout cela dans un ensemble pratique qui vous permet de survivre après avoir roulé sur une mine. Comment ont-ils réussi ? Grâce notamment à la suspension indépendante Oshkosh TAC 4 au nom marquant. Comme tous les systèmes de suspension indépendante, c'est un système où chaque roue monte ou descend seule, sans obliger l'autre roue de l'essieu à bouger. Dans le système TAC, 4 chaque roue a 16 pouces de débattement, ce qui signifie que les pneus peuvent rester en contact avec un sol irrégulier, maintenant ainsi la traction au lieu de tourner inutilement dans le vide, comme cela arrive souvent avec un véhicule à essieu fixe. Ajoutez une puissante poussée avec un V8 diesel, 6,6 litres 400 chevaux et 4 roues motrices. Ainsi, si un pneu glisse sur la boue, le sable ou les rochers, les autres continuent d'avancer. Ou tirer le véhicule vers l'avant, avec une cabine qui pouvait être relevée ou abaissée à volonté pour gagner quelques centimètres supplémentaires de garde au sol. Et ce que vous avez, c'est un véhicule avec de véritables capacités tout-terrain. En fait, Oshkosh affirme lui-même que le Joint Light Tactical Vehicle est 70% plus rapide en tout-terrain que la référence actuelle. Et étant donné l'absence de plainte à ce sujet de la part des gradés, une telle affirmation semble réaliste. Et puisque nous venons de le mentionner, regardons aussi de plus près le moteur. Parce qu'en réalité, le bloc installé dans un Joint Light Tactical Vehicle est exactement le même que celui que vous trouverez dans ceci et ceci. Le Duramax V8 de General Motors. Notez que nous avons mentionné le même bloc, mais grâce à l'ingénierie de Gale Banks, ce Duramax est survitaminé. Les écosystèmes adaptés aux ours polaires imposent des filtres et soupapes, recirculation des gaz d'échappement qui réduisent la puissance et finissent par casser, menant une voiture encore fonctionnelle à la casse. Tout cela est terminé. Les injecteurs envoient plus de carburant dans les cylindres grâce à une pression accrue. Selon un guide d'instructeur de 722 pages, trouvé au hasard sur un serveur, mais sans certitude totale. Nous étions censés pouvoir voir tous les carburants diesel disponibles dans l'armée, y compris de façon intéressante, le jet propellant 8 qui est très proche du kérosène d'aviation. Par ailleurs, les Duramax civils ont une courroie serpentine unique, tandis que la version Joint Light Tactical Vehicle répartit la charge sur 3 courroies. Une pour l'alternateur, une pour la pompe hydraulique et une pour le ventilateur et la climatisation. Cela lui donne une redondance car en perdre une ne l'immobilisera pas forcément. Donc oui, c'est un Duramax, mais seulement techniquement, vraiment. Et ensuite, on arrive à la question de la survivabilité. La capsule de l'équipage est blindée. Son dessous profilé dévie les explosions et le plancher absorbe l'énergie. Exactement comme un véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades. Les sièges suspendus avec harnais protègent les soldats d'être projetés contre le toit ou transformés en projectiles en cas d'accident. Extinction rapide automatique, protection contre le retournement intégré, renforcement possible avec des kits de boulons et blindage selon la menace. Le kit A protège contre les tirs de fusil
la plupart des mines et éclats d'obus. Le kit B résiste aux munitions perforantes 107,62 x 51 mm et aux mines plus puissantes. Il y a aussi les petits détails, inspirés par les soldats, qui paraissent anodins mais sont en réalité essentiels. La vitre arrière a été agrandie pour que les gars à l'arrière puissent vraiment voir ce qui se passe autour d'eux. Un échappement correct pour améliorer la discrétion, un kit de siège pour les troupes repensé dans la soute pour offrir plus de flexibilité dans le transport et une remorque conçue pour suivre le rythme du véhicule en tout terrain, plutôt que les lourdes ancres habituelles des soldats. Chaque amélioration provient des retours d'essai et a été intégrée à la production. Tout, de la suspension au blindage, est intégré pour accompagner la troupe. Le transport aérien était indispensable. Transportés en élingue sous Chinook et King Stallion, par deux dans un C-130 et autant que possible dans un C-17, les Marines ont demandé que le camion soit compatible avec les ponts bas de leur navire. Alors les concepteurs ont abaissé la ligne de toit pour qu'il passe facilement. Donc oui, ça ressemble peut-être à un simple camion blindé, mais en réalité c'est un compromis soigneusement étudié entre la vitesse, la survivabilité et la préparation pour l'avenir. Une machine faite pour emmener les soldats au combat et garantir leur retour. Déploiement opérationnel et évaluation. Reprenons la narration de l'épisode d'aujourd'hui. En janvier 2019, après 13 longues années de développement, le Joint Light Tactical Vehicle est enfin entré en service. Dès le début, des problèmes sont survenus. Vous voyez, le directeur des tests et évaluations opérationnelles, l'organisme indépendant de surveillance des tests du département de la Défense, n'était pas satisfait, du moins en partie. Ils ont adoré 3 des 4 configurations, polyvalentes, armement lourd, porte-avions et utilitaires, ont été jugées efficaces sur le plan tactique, avec très peu de réserves. Mais le transporteur d'armes de combat rapproché ne l'était pas. Comparé aux anciens Humvee armés de jouets, sa routine de destruction de chars, notamment la rapidité de tir précis, était lente et maladroite, surtout pour le rechargement. Il y avait aussi des problèmes avec les variantes de base sur lesquelles ces configurations étaient installées, aucune d'entre elles n'étant jugée opérationnellement adaptée. Les principaux problèmes étaient la fiabilité, la maintenabilité, la conscience situationnelle de l'équipage et la sécurité. Donc en gros, tout, Oshkosh est resté calme et a continué d'avancer. En avril, ils ont demandé à l'armée d'organiser une démonstration pour les soldats, où le kit prototype est confié à de vraies troupes pour être utilisé dans des conditions réelles sur le terrain. Ils leur ont demandé d'être honnêtes, ce qui a mené au Big Four. Big Four, amélioration. Agrandir les vitres arrière pour que les passagers à l'arrière puissent voir, ajouter une caméra orientée vers l'avant pour le conducteur. Installer un silencieux performant pour rendre le camion discret et considérer remorques et sièges des troupes comme équipement intégré, non improvisé. Au 22 mars, ces décisions avaient reçu l'accord formel et la direction des acquisitions de l'armée a lancé la production à plein régime. Avec ces changements et la décision de produire à plein régime prise en juin, la production a ensuite bien progressé. Le corps des Marines a atteint sa capacité opérationnelle initiale à la fin de cet été, tandis que l'armée prévoyait d'y parvenir d'ici mai 2020 à la première brigade blindée de la 3e division d'infanterie de Fort Stewart étant la première unité équipée. Dès lors, l'histoire était simple. Produire toujours plus tandis que Oshkosh passait progressivement de quelques centaines à des milliers de camions par an. En fournissant simultanément brigades lourdes de l'armée et bataillons d'infanterie des Marines, les véhicules étaient livrés à plusieurs divisions, fin 2020. En 2021, le programme avait franchi 10 000 livraisons, puis dépassé 20 000 entre 2023 et 2024. Les Joint Light Tactical Vehicles étaient un désormais courant dans les parcs automobiles, de la Géorgie à Camp Pendleton. Quant au nombre total à acquérir, le programme officiel de l'armée prévoyait près de 50 000 unités, tandis que les Marines en voulaient 12 500 de plus. S'y ajoutaient de petites commandes pour l'armée de l'air et la marine, portant le total américain à environ 65 000 unités, et cela d'après un rapport d'acquisition sélectionné datant de 2021, ils ne seront pas tous produits à Oshkosh non plus. En février 2023, après la production d'environ 22 000 unités, l'armée a joué sa carte maîtresse. Elle avait acheté le dossier de données techniques, en gros un plan complet d'un équipement militaire, droits inclus, pour le Joint Light Tactical Vehicle. Elle pouvait donc chercher une meilleure offre ailleurs qu'elle trouva ironiquement chez AM General, fabricant d'origine du Humvee. Elle offre jusqu'à 20 682 unités, réparties sur un contrat de 5 ans et 5 options annuelles. Si vous vous demandez le coût en 2023 selon les dossiers d'acquisition du Pentagone,
Le programme Joint Light Tactical Vehicle coûtait environ 37 milliards de dollars, incluant recherche, développement, acquisition des véhicules et équipements associés. Le même rapport a également estimé le coût total du programme sur toute sa durée de vie à 88 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'un milliard ? Ce chiffre est si grand qu'on ne le conçoit pas vraiment, alors regardons plutôt le prix par usage. Le meilleur chiffre vient de 2015 où il était estimé à 371 000 dollars par Joint Light Tactical Vehicle livré, ce qui, ajusté à l'inflation, revient à un menu Big Mac à plus de 432 000 dollars. Même si c'est une somme astronomique pour nous dans le contexte des achats militaires, cela pourrait être pire. Par exemple, le Foxhound britannique, un véhicule de mobilité d'infanterie doté de capacités, véhicule résistant aux mines et protégé contre les embuscades, coûte 15 millions de pièces. Bien qu'il soit nettement plus petit que le Joint Light Tactical Vehicle de même, le Hawkeye d'Australie atteint aussi le million, même s'il est encore plus petit. Donc le Joint Light Tactical Vehicle selon les normes internationales n'est en fait pas si mal niveau prix. Adoption internationale et comparaison avec des véhicules équivalents. En évoquant d'autres pays, on en vient à parler du succès du Joint Light Tactical Vehicle à l'export, qui est plutôt bon. La Lituanie a été le premier client européen. Elle a signé pour 200 véhicules en 2019, puis 300 de plus en 2022, atteignant 500 unités. Les Lituaniens ont aussi expliqué pourquoi ils misent de tout sur le Joint Light Tactical Vehicle. Ils souhaitaient une mobilité Survivor pour éclaireurs, observateurs d'artillerie et infanterie légère. Un véhicule capable de suivre les unités de manœuvre et de protéger ses équipages. Si la situation tactique devenait un peu chaotique, c'est-à-dire exactement ce pourquoi le Joint Light Tactical Vehicle a été conçu. La Belgique a procédé différemment. Elle n'a pas acheté ses Joint Light Tactical Vehicle sur étagère, contrairement à la Lituanie. Ils ont transformé tous sauf 20 en véhicules de commandement et de liaison nommés le Faucon. Les 20 restants ont été commandés comme ambulances de champ de bataille. 322 véhicules ont été reçus, le premier en 2024. Les armes, cependant, devaient être indigènes, avec Fabrique Nationale Hearst ou fournissant leur station d'armes légère Defender, le Fabrique Nationale étant écrit en majuscule. Parce que qui a dit que les fabricants d'armes ne pouvaient pas avoir le sens de l'humour ? Plus au sud, la Slovénie, parmi les plus inventifs, a commandé 129 véhicules. Elle en a équipé certains de stations d'armes télécommandées Kongsberg, capables de tirer des missiles anti-chars Spike. Cela fait de leurs véhicules quelque chose de plus puissant qu'un simple taxi pour l'infanterie. Ce sont désormais des tueurs de chars mobiles capables de suivre les unités mécanisées, puis de reprendre un rôle de patrouille. L'histoire du Monténégro, sans grande surprise puisqu'ils ne sont pas vraiment ce qu'on appellerait une nation du G7 ni par la richesse ni par la population, est plus modeste. Ce petit État balkanique a commandé 67 véhicules et figurait parmi les premiers clients européens livrés dès 2020. Pour un pays de cette taille, déployer des blindés légers aux normes de l'OTAN est un grand pas en avant. Les Joint Light Tactical Vehicle équipent désormais 2 compagnies d'infanterie que le Monténégro déclare à l'Alliance. Ils ont aussi été reliés à des tourelles télécommandées israéliennes et parfois à des mortiers de 120 mm à recul atténué. La Macédoine du Nord a commandé 71 véhicules comprenant des porte-canons lourds polyvalents et des porte-armes de combat rapprochés. Et avec l'approbation accordée pour 25 autres, la Roumanie s'est concentrée uniquement sur la version porte-canon lourd, avec 129 véhicules autorisés à la vente. Pour les 2 pays, l'attrait était simple. Déployer des unités qui ressemblent, s'entraînent et se déploient qu'un temps comme leurs homologues américains et d'Europe occidentale, sans réinventer la roue. À l'ouest, les Pays-Bas ont innové dans la conception. En avril 2025, ils ont commandé 150 Cayman pour leur service. Un type qui, de façon assez inhabituelle, sera une version de patrouille non blindée destinée à être utilisée avec son corps des marines. Grande capacité de franchissement, conçue pour les débarquements amphibies. Israël, hors Europe, a cranti au dansant, Israël a vite commandé 75 unités via des ventes militaires en 2023, puis des dizaines d'autres par accord direct. Pour Oshkosh, l'importance allait bien au-delà d'une simple victoire à l'exportation, car les commandes d'Israël ont permis de maintenir leur ligne de production active. Tout cela alors que l'armée américaine les laisse tomber pour AM General. Encore plus loin, le Brésil s'y est également intéressé. Le corps des Marines a acheté 12 véhicules pour le plan de modernisation PRODESUMUS, acronyme de PRODSUMUS. Georges, qui a écrit ça ? Je ne vais pas le prononcer en portugais. Ma fille, ce n'est pas un ajout de véhicules qui change la géopolitique. Mais les Brésiliens voulaient un camion léger, résistant, aéroportable et compatible avec leurs partenaires américains. Et donc pour eux, le Joint Light Tactical Vehicle cochait toutes les cases, même si leur flotte était modeste. Et il y en a encore d'autres à venir.
La Slovaquie peut acquérir jusqu'à 192 véhicules, le Canada en a 60 approuvés, et d'autres pays de l'OTAN et partenaires ont aussi envisagé des achats similaires. Si l'on met tout cela ensemble, on constate un schéma d'adoption régulier. Les pays qui s'entraînent et combattent aux côtés des États-Unis se tournent vers le même véhicule léger, car cela simplifie la vie lors des opérations en coalition. Et franchement, ce n'est pas si mal non plus du point de vue du rapport qualité-prix. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas fait le même choix. L'armée britannique a envisagé le Joint Light Tactical Vehicle pour son véhicule polyvalent protégé, mais s'est retiré pour des raisons de coût et a annulé le programme. À la place, elle continue simplement d'utiliser ses Foxhound, et nous savons très bien à quel point ces engins étaient chers. L'Italie a développé l'Iveco Light Multirole Vehicle et son Light Multirole Vehicle, deux améliorés, tandis que l'Allemagne et la Suisse ont choisi le General Dynamics European Land Systems Eagle. Conclusion. Au final, sur près d'un siècle, les véhicules légers de l'armée américaine ont reflété les guerres pour lesquelles ils ont été conçus. La Jeep symbolisait la simplicité et l'universalité pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Humvee représentait la mobilité et la polyvalence à la fin de la guerre froide. Les véhicules résistants aux mines et protégés contre les embuscades créées face aux bombes artisanales en Irak et en Afghanistan sont de véritables forteresses mobiles protégeant les soldats lors d'embuscades meurtrières. Mais chacun était le produit de son temps et a montré ses limites. Le Joint Light Tactical Vehicle est différent. Il n'a pas été précipité en service comme solution provisoire, ni construit sur des hypothèses dépassées. Au contraire, il a été conçu délibérément pour combler un vide douloureux, afin de transporter les troupes à travers les tempêtes de feu des combats modernes, sans sacrifier la vitesse, la maniabilité ou l'adaptabilité à long terme. En résumé, il ne s'agit pas juste de remplacer partiellement le Humvee, mais de réinventer le véhicule militaire léger. Sera-t-il parfait ? Non, aucun véhicule ne l'est jamais. Avec le Joint Light Tactical Vehicle, l'Amérique et ses partenaires ont enfin trouvé l'équilibre tant attendu. Et pour les soldats qui ont soldé qui les conduiront en zone de danger, cet équilibre pourrait faire la différence entre rentrer chez soi ou ne jamais rentrer du tout. Merci pour votre attention.